Conséquence de la constante macabre. Alors, pour reprendre un titre qui était à la une du journal Le Monde, là, la journaliste m'avait fait plaisir parce que je l'avais dit, mais elle, poum, elle a mis l'accent là-dessus. Ça pourrit notre système éducatif. Ce phénomène de constante macabre, on ne peut pas voir clair, on ne peut pas améliorer quoi que ce soit tant qu'il y aura ce phénomène. Alors, il y en a encore 50 qui arrivent, des conséquences. Vous allez voir, c'est pas ce qui manque. Lutte contre l'échec scolaire, on ne parle que de ça depuis 50 ans. Est-ce qu'on a supprimé l'échec scolaire? Non. Et puis j'affirme solennellement qu'on ne le supprimera jamais. Vous avez beau mettre des mesures de soutien, de trucs, etc. Il y aura tout le temps la constante macabre. Comment voulez-vous? Et il y aura toujours de l'échec. Comment voulez-vous supprimer l'échec scolaire quand un professeur, pour être crédible, sous la pression de la société, ce n'est pas la faute des profs. J'ai commencé ma conférence en parlant des parents d'élèves. Un professeur est obligé d'avoir un certain pourcentage de mauvaises notes. Et l'histoire me donne raison. On ne parle que de la lutte contre l'échec scolaire, il y en a toujours. Détérioration du climat de confiance entre les professeurs et les élèves, on est parlé. Perte de motivation et de confiance en soi des élèves, on est parlé. Orientation des élèves. Comment voulez-vous faire une orientation sérieuse dans ce contexte? Et ce n'est pas la faute des profs. Imaginez qu'un prof, sous la pression de la société, mette 6 à un élève. On lui demande s'il peut suivre, il ne va pas dire oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce 6, ça peut correspondre à un vrai échec, mais très, très, très souvent, c'est une conséquence de la constante macabre. Mais je vais expliquer comment on fait pour obtenir cette constante macabre, parce que certains doivent se dire, c'est pas possible. Moi, je n'en suis pas victime de tout ce qu'il dit. Vous allez voir, ça va arriver. Je vais vous expliquer comment on fait, comment je fais, comment nous faisons tous pour avoir sa constante macabre. Et donc, on ne peut pas faire une orientation sérieuse dans ce contexte. Redoublement, on est un des rares pays où ça se pratique encore, et des études sérieuses sur du long terme montrent que ce n'est pas efficace quand on suit le cursus scolaire, etc. Moi, j'ajoute un argument à tous ceux qui sont donnés. Quand on se dit que très souvent, on fait redoubler un élève parce que dans une ou deux matières considérées comme importantes, il a des notes insuffisantes, alors d'abord, on lui fait refaire tout. Déjà, c'est discutable. Et quand on se dit qu'en plus, si ça se trouve, les mauvaises notes qui étaient à l'origine de ce redoublement étaient une conséquence de la constante macabre, ça rend encore plus sceptique. Je vais donner un exemple avant de passer à la suite des conséquences. Vous savez comme moi qu'il y a des élèves qui, en troisième, en maths, ont des 17, 18, enfin... Et quand ils passent en seconde, ben vous devez en récupérer ici dans votre lycée d'élèves de seconde, ils se retrouvent avec 9, 10, 8, des fois moins. Que se disent les élèves et leurs parents? Ils ne peuvent pas se dire autre chose parce qu'ils n'ont pas de recul. Ils se disent, en seconde, on fait des vraies maths, là, ça devient difficile. C'est faux. Moi, il se trouve que j'ai le recul voulu, ça vous l'avez rappelé, que je suis directeur de collection depuis longtemps de livres scolaires, donc je connais les programmes. Il y a une continuité gigantesque entre la troisième et la seconde. C'est presque les deux classes où il y a le plus de continuité dans les programmes. Il y a même en seconde pas mal de notions qui sont des révisions du programme de troisième. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, vous avez là un vrai exemple de phénomène de constante macabre, plus précisément. À la fin de la troisième, les élèves les moins bons ont été orientés vers l'enseignement professionnel, où malheureusement on atterrit souvent par défaut, ou dans la vie active, ce qui fait que la constitution de la classe a changé. Et en seconde, un élève qui était dans le premier tiers en troisième peut se retrouver artificiellement dans le second tiers. Et même parfois dans le troisième tiers, pour peu que ses parents, croyant bien faire, les pistonner pour le mettre dans un lycée élitiste. Je vous explique, voilà, vous aurez au moins appris ça aujourd'hui, comment, parce que c'est très fréquent, ça, des élèves qui ont des baisses de notes incroyables, etc. Comme disait Corinne Crowe, changement de cycle, changement de tiers. Je continue les conséquences. Mal-être, stress à l'école. Il y a des points qui sont vraiment surprenants dans notre pays. Il y a une enquête PISA qui est sortie il y a 4 ans. PISA, c'est une enquête internationale de l'OCDE. Vous cherchez sur Google, PISA. 275 000 élèves interrogés dans 41 pays, des élèves de 15 ans. On leur demandait, êtes-vous heureux à l'école?
Est-ce que vous connaissez les résultats de cette enquête, le rang de la France? C'est incroyable, des milliers et des milliers de profs à qui je pose cette question, on n'en est pas fiers en France. Ça s'appelle un mensonge par omission de la part de nos dirigeants et tout ça. On n'insiste pas là-dessus. Le rang de la France, on est dernier. On est 41e. Et vous savez, en football, quand on veut changer de division, il y a des fois des matchs de barrage. L'arrière, on est clairement les derniers. 41e. Quelle est la raison pour ça? Moi, on pourrait se dire, les Français, on est plus antipathiques. Honnêtement, sans chauvinisme, c'est pas vrai. J'ai même tendance à penser que par rapport à certains pays, on est plus sympa. Je vous laisse imaginer de quel pays je parle. Enfin, voilà. On est plus sympa. Alors, quelle est la raison? Quelle est la raison? Ben, c'est cette constante macabre. Comment voulez-vous qu'un enfant soit heureux dans un environnement empreint de compétition en permanence? Comment tu as, est-ce que tu exclus, est-ce que tu passes, etc. La raison essentielle, c'est celle-là. Nos établissements scolaires ne sont pas pires qu'ailleurs. C'est évident que c'est la raison essentielle. Dans le milieu familial, de quoi parle-t-on avec ses enfants en période scolaire à la maison? J'ai un jeune fils, il a 3 ans, il était encore au lycée. Il arrive le soir, il sort du bus scolaire, il pose son cartable qui est presque aussi gros que lui, aussi lourd. Là, je me défoule un peu, les livres scolaires sont trop gros. Je ne devrais pas le dire parce que ça me rapporte des droits d'auteur, mais c'est un scandale. Ils sont gros, ils sont utilisés même pas à 10% par les élèves. Non, mais je vous le dis, quoi, en général. Hein. Ah ben, il pose son cartable, et puis je lui pose une question pour dire quelque chose. Vous savez, des fois, on parle sans même penser à ce qu'on dit. Alors, mon fils, comment ça va? Je sais pas, il pourrait me répondre, ça va papa, on a fait une partie de volley, j'ai filé un smash, ou j'ai fait de la guitare avec Nathalie, entre midi et 2h, enfin, je sais pas. Ou j'ai mangé un couscous merguez meilleur que le tien, enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui pourraient répondre. J'ai pas fini de lui poser la question, mon fils, comment ça va? On m'a rendu un contrôle. Combien tu as eu? 12. Combien eu, Romain? 4. Ouf, là, on souffle. 4. Parce que 12, c'est comme les monnaies fortes et faibles. 12, on ne sait pas ce que ça vaut. Et Romain, c'est son meilleur ami, hein. 4, ça assure le 12, vous savez, ça va. 4, ça assure le 12. On ne parle que de ça. Violence du système scolaire. Souvent, dans les conférences grand public, il y a des médecins, des assistantes sociales, et j'ai souvent droit à la question suivante. Est-ce qu'il y a un lien entre la constante macabre et la violence du système scolaire? Ça, c'est souverain, ça. Alors, j'ai préparé une réponse. Vous voyez, je sors toujours la même réponse, qui est la suivante. Ah, vous savez, je ne suis pas spécialiste. Mais j'ajoute, mais ce n'est pas la peine d'être spécialiste pour dire que oui, il y a un lien. Elle est pas mal, cette réponse-là. Pas spécialiste, donc on prend ses précautions. Mais, alors, plus précisément, ce serait un vrai miracle quand on prend en compte le temps que passe un élève à l'école, qui n'a aucune influence entre ce qui se passe à l'école et son développement psychologique, etc. Ça relèverait du miracle. Évidemment, il y a lien. Imaginez un élève qui a des difficultés dans sa famille, parents divorcés, c'est la grande mode, pas de travail, difficultés d'intégration. Il dit, ça va, je vais m'en sortir, je vais à l'école. Il croit en l'école, la justice, la France, un pays où tout est juste, etc. Il travaille, il comprend. Il a la malchance de faire partie du mauvais tiers, il est en échec. Ça ne peut pas arranger la situation. Avec une remarque, et nous on est très sensibles à ce point de notre mouvement, en France, tout le monde est victime de la constante macabre. J'ai parlé des classes prépa, j'ai parlé des trucs, etc. Mais il y a un mais. Dans le cursus scolaire, les premières victimes sont les enfants de milieux défavorisés. C'est une évidence. Ceux qui ne peuvent pas se faire aider à la maison, qui ne peuvent pas se faire payer des cours particuliers, évidemment, c'est ceux qui tombent les premiers dans cette constante macabre. Une mise en garde, là aussi, quand on parle de violence du système scolaire, très souvent, pas souvent, mais très souvent, j'ai eu droit aux remarques du type suivant, de la part de collègues, qui me disent, tu sais, tu exagères quand même avec la note. Moi, quand je remets une copie à un élève qui a une mauvaise note, ben, je lui fais bien comprendre que c'est uniquement la copie qui est jugée.
c'est pas l'élève. Enfin, quelque chose du type, du genre, tu as 4, mais c'est pas grave, tu travailles, tu auras peut-être 5 la prochaine fois. Et puis tu sais, dans la vie, il y a autre chose, tu cours vite, tu joues bien du saxo, il y a autre chose dans la vie que la note. Et ils s'imaginent qu'en disant ça, l'élève va recevoir le message comme eux aimeraient que ce message soit reçu. Ça les déglingue quand je leur dis que c'est le contraire. Un élève qui a 4 dans ces conditions, voilà ce qu'il pense. Il se dit, oh là, qu'est-ce que je dois être nul pour avoir 4 avec un professeur aussi gentil. Il a tout fait pour m'aider. J'ai eu que 4 à la limite. Ce serait mieux s'il avait un 4 avec un professeur désagréable. Il pourrait se défouler. Ce salaud, cette salope, il m'a mis 4 parce qu'il m'aime pas. Non, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tu sais. Tout ce que j'ai pu. J'ai pas pu dépasser 4. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Non, on s'en sort pas comme ça. Non, je vous le dis aussi. Hein. On s'en sort pas comme ça. Et puis, je me permets d'ajouter quand même quelque chose d'important. Un professeur qui mettrait une mauvaise note à un élève et qui, en plus, humilierait l'élève, mais commettrait une faute professionnelle grave. On n'est pas payé pour humilier son prochain, et encore moins les élèves. Donc, c'est une petite parenthèse. Cours particulier. Il y a une quinzaine d'années, pour mon travail, je viens souvent à Paris. Une quinzaine d'années, dans le métro, quand il n'y avait pas trop de monde, je me détendais. J'étais assis, puis il y avait des annonces de films, de chanteurs, de chanteuses. Puis maintenant, vous arrivez, qu'est-ce que vous voyez? Des panneaux entiers. Cours particulier, Cacapédia, succès garanti, coté en bourse, enfin. Mais ça devrait nous interpeller, ça. C'est des cours particuliers généralisés. Vous savez qu'il y a certaines classes où pratiquement tous les élèves prennent des cours particuliers. Vous le savez bien. J'exagère un peu, allez, sauf 4 ou 5 élèves. Ce sont les enfants d'enseignants qui les ont gratuitement. Moi, je reconnais que mes enfants travaillent bien à l'école, mais je les aide. Mais ça devrait vraiment nous révolter. Qu'est-ce que ça veut dire un pays qui, pour fonctionner, doit s'appuyer sur des cours particuliers quasi généralisés? Alors vous devez vous dire, mais quel est le lien avec la Constante Macabre? Mais vous allez voir quel est le lien. Il est énorme, plus précisément. En situation de concours, est-ce qu'on peut imaginer que des cours particuliers puissent être utiles? Ben oui, parce que qui dit concours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de connaître des capacités de manière claire, il faut être meilleur que les autres, donc tous les moyens sont bons. Pourquoi retrouve-t-on cette situation alors qu'il n'y a pas de concours? Et là, ce que je veux dire, c'est une autre manière de présenter le phénomène de Constante Macabre, mais parce que dans notre pays, de manière sournoise, chaque examen est un concours déguisé. C'est ça la raison. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. Concours déguisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout faire pour échapper au tiers d'exclus. Il y a cette atmosphère de concours. Sinon, il n'y a aucune raison. Il devrait être, ces cours particuliers, très exceptionnels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, quelqu'un qui a été malade, qui doit rattraper, etc. Moi, j'en ai donné quand j'étais plus jeune. Je ne critique pas, bien sûr, les collègues qui en donnent, que ce soit clair, là. C'est le système. Ça ne peut s'expliquer que comme je vous le dis là. Sinon, c'est absolument un non-sens. Ça veut dire, ça nous renvoie une image de notre système éducatif horrible. C'est-à-dire que ce qu'on fait à l'école ne suffit pas. Il faut travailler en plus, ça n'a pas de sens. Le contrôle continu au bac, il y a 4-5 ans, il y avait une grande mode. On envisageait de mettre un contrôle continu au bac. À cette époque-là, j'avais répondu à pas mal de journalistes. Je me souviens une fois, j'étais dans un aéroport, c'était Bernard Gorce du journal La Croix, il m'avait téléphoné. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'avais dit, écoutez, je m'excuse, je vais vous répondre par une question. À votre avis, qu'est-ce que j'en pense? Alors il me dit, je sais ce que vous en pensez, mais dites-le moi parce que j'ai besoin d'écrire mon article. Alors je lui ai dit, évidemment, je suis contre. Ça relève du bon sens. Comment voulez-vous être favorable à un contrôle continu dans cette atmosphère que je décris, où tout est relatif dans une classe? S'il n'y avait pas de Constante Macabre, pourquoi pas? Alors je suis d'autant plus contre que le bac, ça fait plaisir à mes collègues et amis inspecteurs généraux et inspecteurs, il y a IPR, c'est ça, quand je le dis, le bac, c'est un des rares endroits où il n'y a pas de Constante Macabre dans notre pays. Et j'y suis pour rien. Pour les mauvaises langues qui vous diraient qu'on fait cadeau le bac, c'est pas vrai. Simplement, il y a une rupture, effectivement, dans le style d'évaluation au bac. Une rupture par rapport à ce qu'on a tendance à poser en contrôle dans l'année. Ce que les sujets de bac sont sans piège. On pose des sujets classiques qui ressemblent, etc.
mais on ne fait pas du tout cadeau le bac. D'ailleurs, ce n'est pas très gentil de dire ça, parce qu'il y en a quand même 15 ou 20% qui ne l'ont pas et qui travaillent. Donc il ne faut pas non plus balancer des trucs comme ça. Et là, ce que je vais dire, c'est avec l'accord de l'inspection générale de maths, mais c'est pareil dans les autres matières, peut-être une exception près ou deux. Jacques Moisan, qui était longtemps doyen de l'inspection générale de maths, qui fait partie d'ailleurs de notre mouvement militant contre la conscience macabre, et sa successeur, Brigitte Bajou, l'actuelle doyenne, qui m'autorise à dire ce que je vais vous dire. Il est normal qu'un élève qui a travaillé réussisse. Et l'autre point, un sujet d'examen ne doit pas être piégeant. Et c'est dans cet esprit que sont conçus les problèmes de bac. Baisse du nombre d'élèves dans les filières scientifiques. C'est international, ce phénomène. En France, c'est pire. Bientôt, on va être sans clients dans les facultés. Les maths, par exemple, ça fait peur. Une explication possible, même certaine, c'est la suivante. À force d'utiliser une matière comme outil de sélection, on ne peut pas faire aimer cette matière. Ça devient le truc, on ne peut pas le faire avec plaisir. Ça, c'est un thème qui était très cher à un grand homme s'il en est. C'est le ministre Hubert Curien, qui a été ministre de la Recherche, qui je rends hommage. Jusqu'à 15 jours avant sa mort, il me donnait encore des conseils, il nous soutenait, allait taper à l'Académie des sciences dans ce combat. Et lui, ce point l'intéressait vraiment particulièrement. C'est le premier préfacier de mon premier livre. J'ai tenu à mettre sa préface dans le second, avec l'accord et les remerciements de son épouse, et une phrase de cette préface que nous avons d'ailleurs mise en haut de notre site. C'est la suivante. La collusion trop fréquente entre formation et sélection, stigmatisée par André Antibi, cause de réels ravages.